On a fait 32,7 millions de vues sur YouTube ce mois-ci. Voici comment. J'ai donc publié 35 000 contenus cette année. On a lancé un livre de modèles à 100 millions de dollars en 72 heures, générant plus de 100 millions de ventes. Le problème pour la plupart des gens, c'est que vous ne créez pas assez de contenu d'abord et que vos contenus n'attirent pas les clients que vous voulez. Ma promesse aujourd'hui, c'est de vous montrer un cadre que j'appelle SPCL, comme spécial si vous voulez, mais c'est pour bâtir de l'influence plutôt que de chercher le maximum de vues ou ce genre de choses. D'accord, c'est un cadre en 4 parties et je vais détailler chaque composant pour que vous puissiez réfléchir à votre approche de la création de contenu, d'accord, et d'une marque en général. SPCL, ce sont des lettres et j'espère que la caméra du dessus fonctionne, donc SPCL. Alors, que signifie-t-elle vraiment? D'accord? Le premier, c'est le statut. Je parle tant de preuves, mais comment définir le statut concrètement? Pour les nouveaux, j'aime opérationnaliser les choses. C'est-à-dire que j'aime regarder la réalité objective et décrire ce que l'on voit de ses propres yeux, plutôt que d'essayer de mettre tout un tas de mots émotionnels sur tout. Parce que ce genre de langage m'a embrouillé pendant très longtemps quand je débutais. Et c'est seulement quand j'ai commencé à définir les choses, parce que je voyais ce que j'observais, que la réalité m'a semblé plus nette, plus claire, et ma capacité à prédire la suite s'est énormément améliorée. Et c'est pour ça que je parle de cette façon. Alors, comment je trouve le statut? Le statut, c'est quelqu'un qui contrôle les renforts dans un environnement donné. C'est un mot un peu chic, mais au fond, si vous contrôlez ce que les gens veulent, alors vous aurez du statut, peu importe ce que c'est. C'est vrai. L'exemple le plus simple, c'est si vous allez dans un bar bondé et qu'il y a un barman et que vous devez attirer son attention pour avoir un verre ou de l'alcool, ce gars-là, à ce moment-là, a du statut. Il contrôle la ressource rare. Exact. Mais si ce gars sort du bar et ne contrôle plus cette ressource rare, il n'a plus le même statut. Loin de là, n'est-ce pas? En dehors du bar, il ne reçoit pas de pourboire toutes les 5 secondes, juste parce qu'il gesticule et parle gentiment. On ne lui tend pas d'argent dans la rue. Bien sûr que non. C'est parce qu'il a du statut dans une situation et pas dans l'autre. L'intérêt de ces 4 éléments détaillés ici, c'est qu'ils peuvent fonctionner seuls. Mais l'idéal est que les 4 soient cumulés. Et c'est ce qui vous donne le plus d'influence, d'accord? Chacun des 4 donne de l'influence. Comme ce barman, s'il n'a que ça, il a de l'influence. En voici un autre exemple. Si un gamin hérite de l'argent, d'accord, il va avoir du statut, n'est-ce pas? Si vous avez de l'argent, même sans l'avoir gagné, même sans rien faire. Si vous avez de l'argent, vous aurez un certain statut. Parce que vous contrôlez ce que les autres veulent, point final. C'est comme ça que ça marche, d'accord? Mais est-ce que ce gamin riche aurait le même statut qu'un gamin riche qui vous aurait aussi donné 10 tuyaux en crypto qui auraient tous explosé? S'il vous a donné 10 tuyaux, que vous les avez suivis et que ça a marché, quelle influence cette personne aurait sur vous en disant « Hey, tu devrais investir là-dedans ou me donner de l'argent pour ceci ?» Évidemment, je parle d'argent étant d'abord un homme d'affaires. Mais imaginez l'influence de la version 2 avec seulement 2 de ces choses par rapport à la version 1. Voilà la différence. Avec les 4, vous devenez alors un Super Saiyan. Le statut est premier, vous contrôlez les ressources, le pouvoir est second. S'il fallait en choisir un, je choisirais le pouvoir. Le pouvoir vient de ce qu'on appelle en dynamique comportementale la correspondance dire-faire. Cela signifie que si je dis quelque chose, que vous le faites et qu'un résultat positif en découle ensuite, vous serez plus enclin à accepter une demande ultérieure, n'est-ce pas? Dit autrement. Je vous ai donné l'exemple du gars qui dit « Voici 10 actions, vous les achetez et ça marche. » Le cours grimpe. Génial. Cette personne a le statut et le pouvoir, elle a donc plus d'influence que le fils à papa qui n'a que l'argent. De même, pour ceux d'entre vous qui créent du contenu, d'abord, il y a le statut. Je veux prouver que je contrôle une ressource rare que d'autres pourraient convoiter. D'accord? Ce qui complique un peu les choses, c'est qu'un seul événement peut parfois cocher plusieurs cases. Je vais vous donner un exemple tout simple. Lors du lancement du livre, on a fait plus de 100 millions de ventes. En soi, le fait de gagner de l'argent grâce à cet événement me donne un certain statut. Dire que vous pouvez lancer des projets de cette façon me donne de la crédibilité, n'est-ce pas? Parce que je prouve que j'ai réalisé quelque chose de concret par mes propres actions, ce qui me crédibilise. C'est quelque chose que vous pouvez constater de vos propres yeux, n'est-ce pas? Mes pubs marchent, car quand on voit mon immeuble à 10 millions derrière moi, on se dit que c'est dur à simuler. C'est de la crédibilité. Un événement comme vendre une boîte apporte de l'argent et de la crédibilité. Et si je guide les gens pour faire de même et que ça réussit, j'obtiens du pouvoir. Enfin, il y a la ressemblance. Je m'éparpille un peu, mais on est en direct, on s'amuse bien. D'accord. Donc, la crédibilité, c'est le numéro 3. Et je vais détailler tout cela plus tard. D'accord. Et puis la ressemblance. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce que certains appellent l'identification, et cela peut être d'ordre psychologique.
C'est-à-dire que vous partagez les mêmes valeurs, vous aimez son style, peu importe le terme. Son comportement vous rappelle des personnes positives de votre passé ou alors elle vous ressemble physiquement. Leila et moi pourrions dire la même chose, mais comme c'est une femme, elle sera plus suivie par les femmes que moi. Et pour les quelques femmes qui me suivent, je vous en remercie, vraiment. Mais mon audience est masculine à 89%. C'est peut-être le sujet. Au début, je me disais que c'était parce que je parlais d'argent et de business. Mais Leila a une audience féminine de 54%. Pourtant, elle ne parle quasiment que d'argent et de business. Elle évoque aussi un peu la dimension mentale, bien entendu. Tout ceci montre que ces 4 éléments forgent ensemble l'influence, que je définis comme une forte probabilité d'adhésion. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis « Achetez mon livre, venez à ce webinaire, je suis en direct, venez voir ou venez à un atelier », peu importe la demande. C'est une forme de sollicitation. Ça peut être un like ou un abonnement, peu importe, il y a différents niveaux d'exigence dans une demande. C'est comme dans un jeu vidéo ou un jet de dés à Donjons et Dragons. Tout dépend de la façon dont votre charisme, votre influence, si vous avez besoin d'un score élevé ou bas, plutôt, pour que votre demande soit acceptée, n'est-ce pas? Donc si vous voulez booster cette stat, si vous voulez optimiser votre influence, pour ainsi dire, vous devez cumuler ces 4 éléments. D'accord, vous vous dites « Ok, je vois où il veut en venir ». Alors, quel est le rapport avec le contenu? D'abord, en commençant par la fin, l'affinité, je pense que l'essentiel, c'est juste d'être soi-même. Il n'y a aucun retour sur investissement à essayer d'être ou d'agir différemment de ce que vous êtes. C'est un message assez banal, mais bon, la plupart des gens sont des PNJ. La plupart des gens récitent des scripts préenregistrés. Ils regardent les 4 différentes combinaisons, vous savez, de styles qui existent, pour différents types de stéréotypes mentaux. C'est genre, oh ouais, le gars qui aime le barbecue et les bières artisanales, c'est cet archétype, je vais juste être cet archétype. Ou alors, vous avez le pote hipster qui aime les trucs de hipster, pas vrai? Ou alors, vous avez, vous savez, le pote de base, le mec lambda. Les gens me classent un peu là-dedans, mais j'ai aussi porté pendant quelques années des sandales bizarres. Ça ne faisait pas du tout mec lambda, mais je les portais parce qu'elles étaient super confortables et que je n'avais pas besoin de mettre de chaussettes, ce qui est important pour moi. Je pense que ce qui vous rend unique, c'est d'assumer pleinement vos nuances et de justifier vos propres choix. La plupart des gens ne se demandent pas pourquoi ils agissent. Si vous faites des choses sans savoir pourquoi, vous suivez les directives de quelqu'un d'autre pour votre vie plutôt que les vôtres. Bizarre, mais vrai. Et donc, beaucoup d'entre nous ont été programmés par plus tôt dans la vie. Et je dis programmés comme si nous étions des machines, mais qui possèdent un statut, un pouvoir, une crédibilité et une affinité au maximum dès le début. Ce sont vos parents, n'est-ce pas? Alors, réfléchissez à ces 4 éléments. Le statut. Est-ce que vos parents contrôlent des ressources rares, ce que vous voulez? Ils ont de l'argent et des jouets qu'ils peuvent vous acheter. Ils ont de la nourriture. Ils contrôlent votre logement. Ils ont énormément de statut dans votre vie parce qu'ils contrôlent toutes les ressources les plus rares, tout ce que vous voulez. Pas de données binaires. Ne vous dites pas « j'ai du statut » ou non. C'est une question de degré. D'accord? Plus d'argent signifie plus de statut. Entre 1 dollar et 10 000, l'autre a plus de statut, non? Mais un milliardaire a bien plus de statut que celui qui a 10 000, non? Donc encore une fois, ne raisonnez pas en binaire, oui ou non, mais en continuum. Pensez à vos parents, le pouvoir. Combien de cycles vos parents ont-ils eu depuis votre naissance, à votre avis? Par cycle, je veux dire qu'ils vous disaient de faire ça, vous le faisiez, et il se passait un truc bien. Bon, vous vous dites peut-être « Ah, je déteste mon père ou ma mère, peu importe, ça ne compte pas pour ce que je dis. » Ils ont dû dire « N'y va pas » ou « Ne fais pas ça » et vous avez évité un problème ou faites ceci et ça a bien marché, non? D'abord, avec les oreilles de lapin, puis le nœud, succès, vous avez suivi leurs conseils. Pensez au nombre de fois où un parent vous a donné des instructions, que vous les avez suivies et qu'un problème a été évité ou qu'un succès a suivi. Souvent, ils ont donc beaucoup de statut et de pouvoir. Quoi d'autre? La crédibilité. C'est là où les parents manquent parfois de poids par rapport au reste. Si vous avez un parent crédible, dans ce domaine précis, vous voyez, peu importe le sujet dont il parle, alors ils auraient encore plus d'influence sur vous. Et enfin, pour un parent, est-ce qu'il vous ressemble? Ouais, il vous ressemble littéralement, pas vrai? Et souvent, ils partagent vos valeurs jusqu'à un certain point. Évidemment, certains sont à l'opposé de leurs parents, c'est normal, mais je parle de généralité pour la plupart des gens. Cela devrait au moins expliquer ou détailler pourquoi les parents ont autant de pouvoir sur nous. Comment ont-ils autant d'influence sur nos comportements? Vous n'avez peut-être même pas envie de les écouter. Vous n'aimez peut-être même pas vos parents. Mais vous sentez quand même que vous devez, résister
pour répondre favorablement à toutes leurs demandes, parce que vous avez été spécifiquement programmé par ces éléments de comportement pour y accéder. D'accord? L'objectif principal est donc maintenant de prendre ces 4 éléments et de les intégrer très soigneusement par ingénierie inverse dans notre contenu, afin de bâtir une véritable influence. Et encore une fois, on définit l'influence comme la probabilité d'acceptation d'une requête, d'accord? Et cette probabilité dépendra de la nature de la demande et de votre SPCL par rapport à cette chose. Si je donnais des conseils de mode, je n'aurais probablement pas beaucoup de crédibilité là-dedans, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je contrôle des ressources rares liées à la mode. Je n'ai aucun contact dans la mode. Je n'ai probablement jamais donné de conseils de mode précis. Je n'ai aucune validation externe pour ma crédibilité. Et vous ne me ressemblez probablement pas. Donc, j'aurai probablement une influence très faible. Dans une certaine mesure, on peut généraliser en montant en grade, mais on a plus d'influence dans un domaine spécifique. Si on sait que ce sont les 4 piliers, statut, pouvoir, crédibilité, ressemblance, alors pour chacun d'eux, dans nos vidéos, on veut démontrer qu'on contrôle des ressources rares. Et pour moi, au tout début, si vous repensez à l'introduction, d'accord? J'ai dit qu'on avait fait 32,7 millions de vues et plus de 105 millions de dollars de ventes pour le lancement du livre en 72 heures. C'est ainsi que je démontre mon statut. Je possède ces choses, n'est-ce pas? Ensuite, le pouvoir. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est détailler 4 points à suivre. Et si vous les suivez, vous aurez plus de chances que les gens acceptent vos futures demandes. Cela signifie qu'ils ne vont pas juste regarder votre vidéo, mais qu'ils seront plus enclins à regarder la suivante. Et si vous avez un appel à l'action, quel qu'en soit le niveau, que ce soit s'abonner, liker ou partager, ou acheter un petit truc, ou prendre un rendez-vous, peu importe ce que vous vendez, alors ce sera le deuxième point que vous aurez inclus dans votre contenu. Ensuite, la crédibilité, c'est tout ce qui vient de tiers. Par exemple, lors de mon lancement, j'ai fait venir le Guinness, j'ai dû payer ses juges pour être sur place, car je voulais valider que les livres vendus et les revenus générés étaient réels. J'avais donc un tiers que la plupart respectent comme une entreprise légitime dont tout le modèle repose sur la confiance, qu'ils valident et vérifient la preuve que ces records ont été battus. Et donc, cela donne de la crédibilité. Le côté sympathique, comme je l'ai dit, c'est juste être soi-même, pas vrai? C'est pourquoi je suis ravi de faire ces directs parce que, honnêtement, je déteste faire des vidéos YouTube. Ce que je veux dire, c'est fixer une caméra et avoir, vous savez, des prompteurs pour me dire quoi dire. Bon, je le ferai car je suis assez résistant à l'effort et je ferai le nécessaire pour obtenir ce que je veux. Mais là, je me donne à fond là-dedans. Alors, si vous vous demandez quelle est la stratégie média d'Alex pour l'avenir, je me concentre sur 2 mots. Vous pouvez noter ça, direct. Interactif. Ce sont les 2 piliers qui décrivent la vision ACQ 3.0 ou Mozi Media 3.0 pour la suite. C'est là-dessus que je me focalise. Et je vais vous raconter pourquoi je trouve ça si intéressant. J'ai discuté avec un méga influenceur, je ne pense pas que ça le dérange, avec MrBeast il y a quelques semaines, et on parlait un peu de l'avenir des médias et du contenu. L'une des choses qu'il évoquait, c'était ce match de foot récent où ils font s'affronter le Royaume-Uni et les États-Unis. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont toutes ces célébrités ou influenceurs de différentes plateformes, d'accord? Et en commençant par le bas, les gens qui étaient tout en bas de l'échelle, ils entraient alors dans le stade. Et c'est devenu de fait le baromètre pour savoir qui était le plus populaire, vous voyez? C'était les stars de premier plan. Donc vos célébrités typiques du cinéma des années 90 ou 2000, peu importe. Des stars reconnaissables qui ont une présence médiatique, mais surtout dans les médias traditionnels. Le niveau d'applaudissement pour ces gars-là était quasi nul. Presque tout le monde s'en fichait. Ensuite, le niveau suivant, c'était les créateurs de shorts, de vidéos courtes. Donc vos purs TikTokers ou ceux qui ne font que des réels, uniquement des vidéos courtes. Et ils ont finalement obtenu un peu plus d'applaudissements sur l'applaudimètre par rapport aux grandes célébrités du cinéma. Puis les gars du format long sont arrivés et là, le public est devenu bien plus déchaîné. D'accord, donc là, ce sont vos podcasteurs, vos YouTubeurs, ceux qui créent du contenu long format. Je m'arrête un instant pour souligner pourquoi c'est ainsi. Je n'ai rien contre les formats courts. On en fait vraiment beaucoup, mais pour moi, l'objectif principal du format court est souvent d'amener vers le long. Non? Ils regardent quelques vidéos courtes et se disent « Ok, ce gars ou cette fille a l'air sérieux. Je vais risquer mon temps car c'est un investissement. Je parie sur un bon retour pour cet investissement dès aujourd'hui. » Et donc, le court mène au long. Mais voyez la différence du point de vue de l'influence. Combien de cycles de renforcement peut-on avoir en seulement 30 secondes comparé à 2 heures entières? Ça n'a absolument rien à voir. Si quelqu'un regarde 2 de mes contenus d'1 heure,
soit 2 heures de visionnage. Pour obtenir ce même niveau d'exposition et de cycle de renforcement avec un prospect qui ne consommerait que des shorts, disons que ma vidéo courte dure en moyenne 15 secondes. Cela signifie qu'il y a 4 vidéos par minute. Donc, si j'ai 120 minutes de format long, il faudrait regarder 480 shorts pour avoir la même exposition que 2 heures avec moi. Et réfléchissez à l'importance de tout ceci. Qu'est-ce que les gens disaient? Que c'était l'élection, je cite, des podcasts. Trump y est allé, et peu importe la politique, ce qui m'importe, c'est l'influence et la persuasion. Et donc, pourquoi est-ce que les 2 podcasts qui ont vraiment fait basculer l'élection, selon moi, sont celui de Trump de plus de 3 heures qu'il a fait avec Rogan, genre une semaine avant le vote? Je pense que c'était un événement d'influence majeur. Je pense aussi à Elon chez Tucker Carlson pour cette interview. Je pense que ces 2 entretiens ont vraiment fait pencher la balance de l'élection. Et encore une fois, peu importe pour qui vous avez voté, ça m'est égal. Je vois ça sous l'angle du marketing et de la persuasion. Grâce à ça, des électeurs indécis ont pu passer 3 heures avec un candidat à la présidence, et au final, ça en a poussé certains à aller voter pour lui. Maintenant, revenons à notre petite histoire. Les célébrités ont peu d'applaudissements. Les courts en ont quelques-uns. Les longs, de vrais. Puis, les streamers en direct. Quand ils sont arrivés, c'est comme si tout l'auditorium, le stade ou l'arène explosait. Et quand j'ai entendu ça, c'était un exemple tellement flagrant de... Enfin, on a cette expression « remplir les salles ». Si vous ne faites que du contenu type même, n'est-ce pas, vous ne démontrez presque aucun de ces éléments. Certains d'entre vous courent après les vues alors que ce que vous voulez vraiment, ce sont des prospects plus enclins à accepter une future demande. On doit donc changer de comportement pour maximiser les chances que cela arrive. C'est pour ça qu'en voyant ça, je vous le dis, je joue carte sur table, je vais faire plus de direct. Et je pense aussi, et là je sors du cadre SPCL, mais je parle de thèmes globaux, que l'Internet ira toujours vers la vérité. Et donc, pour les célébrités, tout est ultra contrôlé, tout est poli, retouché et scénarisé. Et plus on avance par ici, plus c'est brut. Genre, un podcast de 3 heures, ce n'est pas scénarisé, n'est-ce pas? Ou la plupart ne le sont pas. Le streaming, c'est genre, ouais, on est en direct. Je ne peux rien changer, on est en direct. Cette idée de s'approcher au plus près de la réalité brute, de nous deux qui discutons, n'est-ce pas, et qui passons tout ça en revue, je pense que c'est ce qui débloquera le plus d'influence, tant que vous y incluez toujours ces éléments SPCL. C'est ça le mariage idéal, faire du SPCL et le faire aussi souvent que possible. C'est ça l'idée. Et le streaming en direct offre justement cette opportunité. Voyons aussi ça sous l'angle du volume, que vous le vouliez ou non. Rogan a une influence énorme. De même pour PBD ou Dave Ramsey, une influence colossale. Qu'est-ce que ces gars ont en commun? Ils publient des heures de contenu chaque jour. J'ai dit plus tôt qu'on avait 35 000 contenus, n'est-ce pas? J'entends souvent dire qu'il y a plein d'entreprises à 1 ou 2 millions de dollars, ce genre de choses. Elles publient un seul contenu par jour, n'est-ce pas? Et il n'y a rien de mal à ça. Ça fait 365 contenus par an. Et si on regarde la taille d'acquisition.com en revenus, comparé à quelqu'un qui gagne 1 ou 2 millions de dollars par an avec 365 contenus, nous en produisons 100 fois plus. Et c'est grâce à ce volume 100 fois plus élevé, qu'est-ce qui se passe à votre avis? On obtient 100 fois plus de prospects. Alors les gens essaient de se montrer plus malins en pensant qu'ils peuvent éviter de faire le travail nécessaire, mais c'est en fait bien plus linéaire que ce qu'on imagine. On sait juste qu'un short sur 10, vous voyez, va être un succès 2 ou 3 fois supérieur. On connaît bien ce calcul. Pareil pour les formats longs. Comment est-il possible d'injecter le maximum de ressources dans cette machine à rendement? Et tant que je coche toutes ces cases, que je crée le bon type de contenu, alors nous finissons par obtenir le bon type de prospect. Je vais vous donner un autre conseil supplémentaire, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, qui est que certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, c'est le concept que les réseaux sociaux deviennent des réseaux d'intérêt. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Analysons ça un instant. Si vous créez du contenu et le jugez au vu, je trouve ça stupide et je vais expliquer pourquoi. Si une grand-mère arrive en courant et me met une énorme gifle en plein visage, cette vidéo fera probablement des vues. Mais est-ce qu'elle attire les grands-mères? Non. Est-ce qu'elle m'apporte des gens qui croient davantage en ce que je fais? Non. Mais ce qu'elle fera, c'est qu'elle sera montrée aux gens qui aiment l'humour, ce qui fait beaucoup de monde, non? Mais ce ne sont peut-être pas vos clients, et ils ne le sont probablement pas.
Donc, en supposant que vous ne soyez pas un amuseur mais un homme d'affaires, si vous vendez des services, vous serez plutôt un éducateur. Vous essayez d'apporter de la valeur pour changer leur comportement, idéalement pour les inciter à se rapprocher de vous et à acheter, d'accord? Alors, qu'est-ce que signifie social contre intérêt? Si vous voulez attirer le bon profil, créez du contenu adapté. C'est tellement évident et simple et pourtant, personne ne le fait. Parce que voici ce qu'il faut retenir. Le contenu, c'est le ciblage. L'algorithme est tellement performant maintenant. Il sait de quoi vous parlez. Il peut littéralement juger votre décor. Il juge ce que vous portez. Il juge qui vous êtes et le montrera aux gens dont il sait qu'ils ont l'habitude de regarder des contenus similaires qu'ils jugent utiles. Donc si vous faites des vidéos sur comment réparer des pianos car c'est votre métier, vous trouverez des gens qui veulent réparer leurs pianos. Mais avec ce type de contenu, vous vous direz peut-être « Mince, je ne fais que 1000 vues par vidéo ». C'est vrai, mais le marché des acheteurs de pianos est bien plus petit que celui des gens qui veulent juste se divertir. Il n'est donc pas juste de comparer vos vues à celles de MrBeast. Ça n'a aucun sens. Si je me disais que j'ai une salle de 1000 personnes qui vont regarder ça et que toutes ne s'intéressent au cas à la réparation de piano, c'est une sacrée opportunité. Je m'intéresse bien plus aux réactions dans la vraie vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je fais une vidéo et que je reçois des messages de chefs d'entreprise que j'apprécie et respecte me disant que c'était génial, je me dis que je suis sur la bonne voie. Alors dites-le moi en commentaire. Vous avez vu un format dont on a parlé qu'on appelle Cash Cows. Mais en gros, c'est moi, un chef d'entreprise, présente son activité, on discute de comment améliorer leur business. D'accord? Dites-moi en commentaire si vous aimez ce style et si oui, dites-moi si vous êtes chef d'entreprise ou non. Ok, donc, j'aime ce style et je ne suis pas chef d'entreprise, j'aime ce style et je le suis. Ou je n'aime pas ce style. Et je suis chef d'entreprise, ou je n'aime pas ce style et je ne le suis pas. Si vous l'êtes, quand je reçois des gens en personne, en vrai, ici à Vegas, pas vrai? Des patrons qui viennent en avion. Je demande, je dis, quel est votre type de contenu préféré? Je parierais n'importe quoi que c'est leur contenu préféré. Alors, j'en fais plus, même si, et ce serait logique. Ce serait logique qu'il y ait moins de ces gens-là, non? Pensez juste aux maths. Si on prend toute la population ici, attendez, je vais vous montrer un petit graphique. Disons que 100% des gens, ceci représente 100%. Prenons les États-Unis car je connais déjà tous les chiffres pour les États-Unis. Ok, disons que c'est 100%, d'accord, vous avez 100% de gens intéressés. Ok. Eh bien, actuellement, seuls 9% des gens possèdent une entreprise, 9%. Donc, d'emblée, j'aurai un énorme pourcentage de gens qui ne sont pas mon public idéal. Bien sûr, j'ai des gens intéressés par le business, c'est pourquoi j'ai cofondé Skool. Et on offre aux gens, vous savez, un moyen de lancer un business en ligne à bas coût, n'est-ce pas? Ce que vous pouvez faire, c'est 9 $ par mois après 14 jours d'essai. Vous pouvez aller voir, il y a des formations et une communauté. Allez sur skool.com/hormozy, c'est sous cette vidéo, peu importe. Le fait est que je me bats pour ces 9%. Ok, ça signifie qu'il y a environ 32 à 33 millions de patrons aux États-Unis. Ok, 32 millions. C'est 100% de tous les chefs d'entreprise. Or, là-dedans, il faut savoir que 95% de ces 9% font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. 95%, c'est énorme. Puis j'ai seulement 5% de ces 9% qui dépassent le million d'euros. Maintenant, si on veut aller plus loin, quel pourcentage dépasse les 10 millions selon vous? 0,4%. 1 sur 250. Et pour 100 millions, 9 chiffres, c'est je crois environ une chance sur 3000 selon vos sources de données. Une entreprise sur 3000 atteint 100 millions par an, c'est vraiment colossal. Il serait donc logique, au vu de ces chiffres, n'est-ce pas? 9%, c'est 32 millions. Donc 5% de ça, ça ne fait qu'1,5 million de personnes. Il n'y a qu'1,5 million de patrons au-dessus du million selon les chiffres du bureau du recensement. Peut-être qu'ils se trompent, mais c'est le calcul, non? Et si c'est ça le marché, alors il serait logique que je ne vais pas avoir 100% d'entre eux qui regardent sur ma vidéo, pas vrai? Si je faisais 1,5 million de vues avec 100% de patrons, ce serait dingue. C'est ça, donc il est logique que si je fais 100 000 vues sur une vidéo faite pour ce niveau de patron, je cartonne, non. Et ça n'a aucun sens de regarder, vous savez monsieur, la vidéo de Beast avec 100 millions de vues et de se dire « Oh mince, je suis nul ». C'est genre, mec, on ne vise pas, on ne joue pas dans la même cour, d'accord? Je vous encourage donc à avoir des attentes réalistes sur la taille du marché que vous visez. Et réfléchissez aussi à ce que ces chiffres signifient dans la vraie vie. J'ai vu 2 entreprises l'an dernier qui faisaient plus d'1 million de dollars par an avec moins de 5000 abonnés. On peut tout à fait gagner beaucoup d'argent avec très peu d'abonnés tant qu'on crée du contenu qui a une valeur directe pour eux. Bon, ceci étant dit, nous venons de voir SPCL, statut, pouvoir, crédibilité et sympathie. Ce qu'il faut inclure dans vos vidéos,
Pourquoi je mise tout sur le direct et pourquoi le but est de passer le plus de temps possible avec vos prospects autant que possible. Vous devez baser les sujets de votre contenu sur ce que ces gens trouvent intéressant. Pas sur le côté social, mais sur l'intérêt. Et si vous les intéressez, ils continueront de regarder. Et pour finir sur ce point, il est essentiel de rester réaliste quant à vos attentes concernant le nombre de vues selon la taille réelle de votre marché.